Ça me fait bizarre. Ok. Par contre, je peux pas partager tant que on n'a pas lancé la conférence, je pense. Je crois qu'elle est démarrée. Elle démarre. Bonjour à tous. Bienvenue pour ce nouveau webinaire organisé par la Technopole, les rendez-vous experts de 11h midi. Nous avons l'honneur et la chance donc, pour ce 5e webinaire d'accueillir Magali Thomas-Lavielle. Bonjour Magali. Bonjour. Bonjour à tous. Qui va nous parler de gestion de projet à distance, qui va nous présenter des outils qui sont souvent déjà connus de tous, au moins de nom, mais pas forcément sur leur utilisation et surtout aussi leur interconnexion. Donc, plein d'outils qui ont différentes fonctions, qui permettent de travailler à distance et qui sont interconnectés. Voilà, donc j'espère que ils vous permettront vous aussi de mieux travailler dans ces périodes et après. N'hésitez pas, comme vous le savez, à poser vos questions via le chat. Magali se fera un plaisir d'y répondre en fin de session. Voilà, donc bonne séance à tous et à toi de jouer, Magali. Merci. Bonjour, merci Gilles. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en grande forme avec ce beau soleil aujourd'hui. Alors aujourd'hui, l'objet de ce webinaire est de présenter des outils de gestion de projet à distance. Pour certains, vous les connaîtrez, pour d'autres, ça sera une nouveauté. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions au cours de la présentation, à noter vos questions sur le chat. Et on terminera par un question-réponse, parce que ça peut être intéressant de rentrer aussi dans les détails de vos... chaque outil, en fait, va permettre d'avoir un objectif particulier. Il y a peut-être des objectifs que je n'aurais pas cités. Donc, si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas. J'y répondrai à la fin de la conférence. Alors, donc, l'objectif, c'est bien de découvrir des outils, mais également des méthodes pour utiliser ces outils pour piloter ces projets à distance. L'objectif de ces outils, ils vont être assez variés. Ça peut être pour communiquer avec ses clients, ou ses partenaires, ou ses équipes. Donc, c'est tout ce qui va être lié à la communication à distance. Ensuite, ça va être le pilotage des équipes. Comment on pilote ces équipes quand elles ne sont pas dans un bureau comme habituellement. Le troisième point, ça va être de suivre le bon déroulement du projet, s'assurer que les tâches se déroulent comme prévu, que les livrables vont être livrés en temps et en heure, et que le projet va tenir les délais, par exemple. Et enfin, ça va être de planifier les tâches pour le projet. À nouveau, si vous avez des questions, vous pouvez soit les noter sur un petit bout de papier et les poser à la fin, soit les noter directement dans le chat. J'essaierai de remonter le chat afin de répondre à toutes vos questions. Alors, qui suis-je? Je m'appelle Magali Thomas-Lavielle, je fais du conseil en stratégie digitale depuis 2017 et j'accompagne mes clients à définir une stratégie digitale qui va permettre de servir un objectif. Donc, ça peut être de la recherche de clients, de l'automatisation de processus. Et une fois qu'on a défini une stratégie, on va dérouler le plan d'action et là, on passe plus en mode gestion de projet. Donc, en général, c'est moi qui pilote le projet avec les équipes du client ou des partenaires. Et donc, mes clients sont tous quasiment à distance. Donc, j'ai des clients en France, dans le centre, mais également en Suisse, en Belgique et au Canada. Donc, depuis que je travaille sur cette activité de conseil, je travaille à distance avec mes clients et avec les équipes. Donc, j'ai testé pas mal de choses. J'en ai abandonné certains, enfin, j'ai testé plusieurs outils. Et au fur et à mesure des années, j'ai essayé d'améliorer un petit peu le système pour avoir un système qui permette de bien gérer ses projets, de bien communiquer avec ses clients, de bien pouvoir suivre l'ensemble des tâches. Et ce système, bien sûr, il a évolué depuis le début. Et c'est ce que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'était le système que j'utilise pour gérer les projets de mes clients et les miens à distance. Donc, je vais vous présenter ce système en sachant que c'est quelque chose qui évolue en continu. Donc là, ça fait environ 1 an que j'utilise ce système tel qu'il est. Et ça fonctionne bien. Donc, il y aura sans doute des évolutions, mais pour l'instant, l'équilibre est plutôt trouvé. Et je vais également vous présenter à la fin de ce webinaire d'autres outils soit j'ai utilisé et que je n'utilise plus, soit que j'utilise sur d'autres aspects professionnels pour gérer les projets à distance. Alors, juste un petit warning.
Les outils, c'est un sujet hyper délicat parce qu'il y en a plein, chacun a ses préférences, chacun a ses habitudes. Et en fait, chaque outil va répondre à un besoin différent. Donc vous avez peut-être des besoins différents d'une autre entreprise. Donc voilà, il n'y a pas de vérité sur les outils. Ce que je vais vous présenter, c'est ce que j'ai choisi moi et qui fonctionne. Mais ce n'est pas du tout une vérité en soi. Il y a peut-être des outils qui vont vous convenir, d'autres non. Donc voilà, il faut garder ça en tête, il n'y a pas de vérité. Et avec même le même outil, on peut faire des choses différentes. Donc il y a énormément de façons différentes d'utiliser les outils. Et voilà, donc il y a plein de... C'est vraiment quelque chose qui va être très varié, multiple, et sur lesquels on ne peut pas affirmer de vérité. Donc c'est vraiment, l'outil doit s'adapter à vous. Et il y a également la question des tarifs. Il y a des tarifs très variés sur les outils. Donc il y a des outils qui sont très bien mais très onéreux, des outils gratuits qui permettent de faire déjà pas mal de choses. Donc c'est aussi un équilibre à trouver entre votre investissement dans l'outil, entre investissement financier et votre investissement en temps, parce qu'il y a nécessairement un temps d'apprentissage sur chaque outil. Il y a des outils qui sont plus ou moins intuitifs. Et il faut garder en tête que dans tous les cas, des outils, il y en aura des nouveaux chaque jour. Et c'est quelque chose qui est en changement constant. Donc, il faut garder cette faculté à s'adapter et à changer d'outil si nécessaire. Les outils que je vais vous présenter, je vais vous présenter un peu les contextes des projets que je gère. Donc, quand je suis en mode pilotage de projet, donc j'ai mon client à distance et des équipes à distance. Donc, ce sont soit d'autres prestataires spécialisés, par exemple, avec qui je vais travailler parce qu'ils ont des compétences complémentaires aux miennes, soit les équipes du client. Mais dans tous les cas, le client et les équipes sont à distance. Ensuite, je parle de projets sur des petites équipes. Donc, on est sur des équipes de 5 à 10 personnes en général sur les projets. On est sur ce que j'appelle des scopes séparés, c'est-à-dire que mon périmètre de travail et le périmètre, par exemple, de mes partenaires ou des salariés de mes clients vont être vraiment distincts. On travaille rarement sur la même chose en même temps. Enfin, quelque chose d'important, c'est que on ne travaille pas sur des données sensibles. C'est pas parce que les outils que je vais vous présenter, du coup, pourraient, je vous en parlerai plus tard, mais on ne travaille pas sur des données qui sont top secrets. C'est-à-dire qu'on utilise des outils où il y a quand même un risque potentiel, même s'il est minime. Voilà, si vous travaillez sur des données industrielles sécurisées, il y aura peut-être des contraintes qui seront autres que les miennes. Et enfin, on travaille en mode agile, c'est-à-dire que du coup, on va un maximum favoriser la communication et la transparence. C'est pour ça que les outils que je vais vous montrer, tout le monde à peu près, aussi bien le client que les partenaires que les équipes, vont avoir un peu tous la même vision du projet et accès aux mêmes données. On privilégie la transparence. Alors, je vais vous présenter du coup mon système minimaliste et comment il s'articule. Donc, au fur et à mesure, au début, j'utilisais beaucoup plus d'outils que ça, beaucoup, beaucoup plus, je peux vous garantir. J'ai réduit aujourd'hui mon système à 4 outils. Dropbox, je vais les présenter un à un ensuite. Dropbox, Zoom, Google Calendar, l'agenda donc de Google, et Trello. Et ces 4 outils seulement me permettent de piloter mes projets à distance. Je vais rentrer dans le détail. Alors, certains vous parlent déjà, peut-être, d'autres peut-être moins, ou pas du tout. Ce que je voulais vous montrer, c'est comment je les utilise et comment je les articule entre eux pour que ça forme en fait un écosystème d'outils. Donc, Trello, c'est mon outil principal de gestion de projet. Donc cet outil, il va me permettre à la fois de gérer mes projets, mais également d'organiser mes tâches, parce qu'il y a des fois, il y a des actions que je dois mener moi, et ça permet également aux équipes d'organiser leurs tâches. Et ensuite, c'est aussi cet outil que j'utilise pour communiquer avec les équipes et avec le client. Donc, je n'ai pas d'outil de communication en dehors de Trello. Ensuite, il y a Google Agenda. Bon, ça, j'utilise de façon plutôt classique pour noter mes réunions, les rendez-vous, mais également, j'y ajoute des sessions de travail pour pouvoir travailler sur des tâches. Ensuite, il y a Zoom qui permet d'animer des réunions, comme on peut le faire là aujourd'hui en conférence. Donc, c'est un système de visioconférence qui permet, par exemple, d'animer des réunions avec les équipes, de communiquer avec le client, de faire des réunions stratégiques
et de se voir en face à face. Et enfin, Dropbox pour le partage et le transfert des fichiers, qui permet également de travailler en mode collaboratif sur certains dossiers. Et ces 4 outils-là sont en fait liés les uns aux autres afin que ça soit le plus fonctionnel et efficace possible. Donc, je rentrerai dans le détail ensuite, mais j'ai mis en place des petites automatisations qui permettent du coup d'automatiser les tâches récurrentes à faible valeur ajoutée et faire en sorte que ce système ne me demande pas de temps. L'outil, en fait, doit être là pour vous servir et vous faire gagner du temps. Si vous commencez à perdre du temps avec un outil, c'est intéressant de se poser la question de voir comment trouver un outil qui va plutôt vous servir que vous faire perdre du temps. Donc moi, c'est vraiment l'idée là-dedans, c'est de gagner du temps, un maximum, d'utiliser des outils digitaux pour aller plus vite et être plus efficace. Donc Dropbox, je pense que la plupart d'entre vous connaissent ce service. Donc Dropbox, c'est un service de stockage de fichiers en ligne. Donc vous pouvez stocker vos fichiers sur le cloud, c'est-à-dire sur un serveur qui n'est pas chez vous, et accéder à ce serveur de vos appareils en fait. Que ça soit vos appareils mobiles, tablettes, téléphones, mais également de votre ordinateur. Ça permet également de partager vos dossiers et vos fichiers. Donc, si vous avez besoin de travailler sur un dossier avec une équipe, vous pouvez tout à fait partager ces fichiers avec un ou plusieurs membres de l'équipe, ou avec votre client, par exemple. Donc ça, c'est intéressant en termes de travail collaboratif. Et ensuite, sur un même document, vous pouvez collaborer. C'est-à-dire que sur un document en particulier, vous pouvez inviter des personnes pour soit travailler ensemble sur ce document, soit demander des commentaires, une validation, ou voilà, apporter un petit peu, collaborer sur un seul et même document. Ce qui est intéressant avec Dropbox, et ça c'est ce que je recherche dans tous mes outils, c'est justement pour le côté agile, c'est d'avoir toujours cet aspect mobilité. Donc il y a une version bureau, donc c'est-à-dire que sur votre ordinateur, sur votre navigateur de fichiers, vous retrouvez Dropbox comme vous retrouverez un autre type de dossier, mais vous pouvez y accéder sur mobile et sur tablette. Et ça, c'est particulièrement important quand on gère des projets en mode agile, parce qu'on n'est pas nécessairement toujours... voilà, quand on a besoin de cette mobilité, on n'est pas nécessairement toujours au bureau. Et enfin, c'est un service qui est gratuit en version basique, jusqu'à 2 Go de stockage. Donc, tous les outils que je vais vous montrer ont une version gratuite. Donc, si vous n'en avez pas besoin sur un mode avancé, tout ça est 100% gratuit. Alors après, 2 Go de stockage, ça peut être vite atteint, donc vous pouvez être amené à passer en version... Alors, j'ai fait quelques petites captures d'écran pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble à l'intérieur. Donc ça, c'est la version web. C'est-à-dire que vous allez dans votre explorateur, explorateur de navigateur web, vous allez sur Safari, Chrome, Firefox, ce que vous utilisez, et là, vous allez pouvoir accéder à l'ensemble de vos fichiers. Donc, quel que soit l'appareil, avec une simple connexion Internet, vous pouvez accéder à vos fichiers. Vous êtes chez des amis, vous pouvez leur emprunter leur ordinateur pour accéder à vos fichiers. Vous êtes au bureau ou sur un ordinateur qui n'est pas le vôtre, vous pouvez vous connecter pour accéder à vos fichiers. Donc, ce côté stockage en ligne, sur le cloud, comme on dit, sur un serveur externe, permet d'accéder à vos fichiers de n'importe où. Ensuite, une fois que vous avez créé vos dossiers, donc là, alors je reviens juste sur la slide précédente, imaginons qu'on ait 3 projets. Donc là, j'ai créé un projet 1, un projet 2 et un projet 3. Vous pouvez, sur le projet 1, travailler avec 3 personnes, par exemple 2 partenaires, et intégrer le client sur ce projet. Le projet 2, ça sera encore une équipe différente, et le projet 3, encore une équipe différente. Donc, ce qui va être intéressant pour travailler sur ces dossiers, ça va être d'inviter des personnes à voir ou même éditer ces fichiers. Donc, une fois que vous avez sélectionné, par exemple, le dossier projet 1, vous pouvez aller modifier ce fichier pour le partager. Et vous pouvez donner différents droits de partage à la personne en question. Donc, vous pouvez lui permettre uniquement, par exemple, de voir le fichier. Vous pouvez lui donner le droit de modifier le fichier, le dossier. Ou bien, si c'est quelqu'un qui est juste là pour valider, ça pourrait être juste un droit pour commenter le fichier. Ou bien lui donner tous les droits, on va dire, et donc la personne pourra à la fois modifier le fichier, en ajouter, supprimer, etc., le dossier. Donc là, en fait,
sur ce dossier-là, on peut inviter l'équipe et donner en fonction des personnes plus ou moins de droits sur ce dossier projet 1. Vous pouvez également, comme on le voit en bas, créer un lien et envoyer le lien pour permettre aux personnes d'accéder au dossier. Donc ça, c'est intéressant au travail d'équipe. On peut également travailler sur, alors là j'ai pris l'exemple d'un logo, imaginons que je travaille avec une graphiste et on décide de mettre en place un logo pour un client. Là, ça peut être intéressant du coup de travailler ensemble sur ce fichier. Donc, par exemple, la graphiste pourrait soumettre ce logo version 1 sur Dropbox et on voit à droite, je peux par exemple commenter en disant super, etc. Est-ce que tu peux changer? Et on peut avoir une conversation autour de ce fichier. Dropbox, droit affecté au fichier. Alors, le droit peut être donné au dossier ou on peut partager uniquement un fichier. Donc, on peut soit vraiment partager un dossier complet, du coup, avec plein de potentiellement des sous-dossiers et des fichiers, ou bien uniquement un fichier. Donc là, on voit sur ce dossier-là, par exemple, le dossier logo, je pourrais décider de le partager avec mon client pour validation. Et du coup, récupérer ses commentaires. Donc, sur un fichier unique, on peut collaborer. C'est pas un outil comme Google Drive, on pourrait ensemble, par exemple, travailler sur un fichier Excel. Chacun doit travailler l'un après l'autre sur le fichier. En revanche, l'outil alerte s'il y a deux personnes qui travaillent en même temps sur le fichier, ce qui pourrait créer des conflits. C'est-à-dire qu'en gros, ça enregistrerait deux versions différentes du fichier, ce qu'on appelle un conflit. Donc, on peut travailler ensemble sur le même fichier, mais pas en même temps. Et au niveau de l'ordinateur, en fait, c'est intéressant parce que c'est complètement transparent. Donc, vous voyez sur mon navigateur ici de fichiers, j'ai Dropbox comme n'importe quel autre dossier. Donc, c'est très pratique quand vous êtes sur desktop, sur ordinateur, sur votre poste fixe, d'avoir accès à l'ensemble des dossiers et des fichiers et de pouvoir les réorganiser éventuellement. Donc, ça, c'est le côté ordinateur fixe. Également, comme je l'ai précisé, ils ont une application mobile et tablette qui est très pratique, bien faite et qui permet vraiment d'accéder rapidement aux fiches, aux dossiers et même en étant en dehors du bureau, pouvoir très rapidement réagir, modifier, rajouter des fichiers, etc. Et il y a également un mode hors connexion qui permet, même si vous n'avez pas de connexion Internet. Imaginons, j'avais un client qui travaille en BTP, donc les équipes sont sur des chantiers en pleine campagne où il n'y a pas nécessairement Internet. Ils peuvent quand même utiliser Trello en mode hors connexion et les données se mettent à jour dès qu'une connexion est captée. Donc ça, c'est hyper pratique en mode mobile. Hop. Et les tarifs, alors à chaque fois, donc c'est des outils qui sont gratuits en mode basique, tous ceux que je vais vous présenter. Je vous montre quand même les tarifs quand même pour avoir une perspective. Le basique, il est jusqu'à 2 Go de stockage avec des fonctionnalités limitées. Ça peut suffire. Ce qui est limitant le plus souvent, c'est le stockage. 2 Go, ça peut être vite atteint, surtout si vous travaillez sur des vidéos, par exemple. Et ensuite, il y a deux autres offres, une à 9,99 € et une à 16,58 € qui vont offrir déjà un espace de stockage plus grand, mais également des fonctionnalités, je vous laisserai regarder sur le site si vous êtes intéressé, mais des fonctionnalités un peu plus avancées. Donc, il y a plus vous avancez dans les modes professionnels, plus il y a des fonctionnalités différentes et pratiques. Après, le mode basique peut suffire. En tout cas, vous pouvez le tester sur le mode basique sans problème. Pour ma part, je suis sur l'offre plus. Alors voilà, on a vu pour la partie échange de fichiers, partage de fichiers, travail collaboratif sur les fichiers. Ensuite, il y a un deuxième aspect, c'est la communication. Comment on communique de façon efficace quand on n'est pas dans la même ville et parfois pas dans le même pays? Alors, moi, j'ai essayé des dizaines d'outils, je pense, de visioconférence. J'avais commencé, comme beaucoup de monde, par Skype, j'avais essayé GoToMeeting, voilà, j'en ai testé pas mal. Au final, celui que j'ai conservé et que j'essaye vraiment d'utiliser uniquement, c'est Zoom.
Donc, c'est un outil qui permet d'organiser des réunions à distance, des visioconférences et des webinaires. Alors, ce qui est intéressant avec Zoom, c'est que ça peut donner accès à des salles et des espaces de travail virtuels. C'est-à-dire que vous pouvez vous connecter avec d'autres personnes sans nécessairement leur donner accès à votre email ou à vos coordonnées. C'est-à-dire que vous vous retrouvez dans une salle, une fois que la réunion est terminée, la personne n'a plus moyen, entre guillemets, de vous recontacter. Donc ça peut être intéressant sur des personnes avec qui vous n'avez pas forcément travaillé régulièrement et pour pouvoir garder un peu cet anonymat, pas forcément devoir les ajouter comme amis, par exemple sur Skype ou sur certains autres logiciels de visioconférence. Vous vous rencontrez dans une salle, on fait la réunion, puis après, chacun repart de son côté. Donc, c'est vraiment comme une salle de réunion virtuelle. Ce qui est intéressant aussi, c'est la possibilité d'enregistrer les réunions assez facilement, et ça les stocke assez facilement également. Et à nouveau, un des critères, c'était la possibilité d'avoir une version tablette et mobile, c'est-à-dire pouvoir organiser une réunion Zoom de son téléphone, de sa tablette ou de son ordinateur. Et également, c'est un outil qui est gratuit en version basique. Pour ma part, je suis encore en version gratuite sur cet outil. J'ai pas encore eu besoin de passer à la version supérieure. Elle est déjà, je vous la présenterai plus tard, mais elle est déjà plutôt intéressante. L'avantage de Zoom, c'est qu'en fait, ça envoie un lien à vos invités. Et même pour les néophytes en technique, c'est vraiment très simple de cliquer sur un lien. Il n'y a pas besoin de s'inscrire, il n'y a pas besoin de faire quelque chose de très compliqué. Donc, c'est plutôt simple. Alors voilà, bon, c'est assez... vous reconnaîtrez, c'est assez simple. Hein, donc, du coup, c'est un outil qui permet de se voir en face à face, entre guillemets, face à face à distance, seul ou à plusieurs. Donc, ça peut être aussi sur des réunions d'équipe. Donc, moi, j'utilise principalement pour des points stratégiques avec mes clients. Donc là, c'est face à face. On est en général 1 à 1. Ou bien des réunions d'équipe où là, on peut être plusieurs. Et donc, la version gratuite permet de faire des réunions jusqu'à 100 participants dans la limite de 40 minutes. Et les réunions face à face, il n'y a pas de limite de temps. C'est-à-dire que les réunions, si je reprends les réunions stratégiques avec le client, ça peut durer 2 heures si besoin. Par contre, si je veux faire des réunions avec une équipe de 10 personnes, par exemple, il faudra que cette réunion dure 40 minutes au maximum. Et après, les versions pro, vous voyez, ça va de 13,99 € à 18,99 €. Donc, c'est pas l'outil le plus onéreux sur ce type d'outil. C'est pas non plus le moins cher. Il y en a qui sont totalement gratuits. Alors, pourquoi j'ai pris Zoom également? Alors là, on va rentrer dans cette notion d'écosystème. C'est qu'en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est que tous les outils soient connectés entre eux. Donc, en fait, j'ai connecté Zoom et Dropbox. Donc, pourquoi connecter Zoom et Dropbox? Donc, si je reprends l'exemple où on travaille sur un fichier ensemble. Imaginons que ce fichier soit partagé si je reprends l'image du logo, donc ce fichier est partagé entre la graphiste, on va dire, le client qui va valider et moi qui vais piloter le projet pour un peu suivre les différentes étapes, les différents jalons. Donc, si je prends ce fichier logo, il pourrait y avoir 3 personnes dessus qui ont accès à ce fichier. Peut-être le client juste en commentaire pour commenter, la graphiste qui aurait les droits entiers pour pouvoir modifier le fichier, puis moi, peut-être également en commentaire, voilà. Et à partir de ce logo, je pourrais directement lancer une réunion Zoom s'il y avait besoin. Donc, imaginons qu'on dise, tiens, ce logo, on l'avait on va faire une petite réunion pour en discuter. On pourrait directement, depuis Dropbox, lancer une réunion Zoom, se retrouver tous les 3 et en discuter. Et ce qui va être intéressant, c'est que toutes ces réunions Zoom vont être attachées au fichier logo et on pourra retrouver l'historique de l'enregistrement des réunions sur les discussions sur ce logo. Donc, on peut, en connectant Zoom et Dropbox, organiser des réunions Zoom depuis un fichier Dropbox, donc directement lancer depuis Dropbox une conférence Zoom. On peut également, depuis une conférence Zoom, ouvrir un fichier Dropbox. Et l'autre option qui est intéressante, c'est que les réunions Zoom vont être directement enregistrées et stockées sur Dropbox. Donc, dès que vous faites une réunion, que vous enregistrez, vous pouvez la stocker en ligne sur Dropbox. Donc, voilà comment ces 2 outils sont connectés dans mon système. Et ça s'avère assez pratique. Alors, celui-ci, je pense que vous le connaissez tous. C'est Google Agenda, ou Google Calendar en anglais. Alors, j'utilise, comme tout le monde, de façon très basique.
avec un petit plus quand même que je vais vous expliquer ensuite. Donc, j'y rentre tous mes rendez-vous. J'y rentre toutes mes réunions. Et ce que j'ajoute en revanche, c'est les sessions de travail. C'est entre mes réunions et mes rendez-vous, bah, il va falloir aussi, moi, des fois, je suis aussi en production, donc j'ai par exemple des campagnes publicitaires à mettre en place. Et ben, il faut que je puisse me caler 2-3 heures pour mettre en place tout ça. Et ça, je le planifie dans mon agenda pour pouvoir bloquer des créneaux de travail. Moi, mais ça peut être également utilisé chez les équipes. Et Google Agenda, pourquoi? Le côté très intuitif, très pratique. À nouveau, une version mobile, et il est celui-ci entièrement gratuit. Je ne suis même pas sûre qu'il y ait une version payante de Google Agenda. Bon, bah, vous connaissez, hein, c'est un agenda assez classique. Vous retrouvez les semaines, les jours. Et le petit plus, c'est à nouveau la connexion entre ces différents outils. Donc moi, j'ai connecté Google Agenda à Zoom. Donc on a vu que j'avais connecté Zoom à Dropbox. Eh bien, je connecte également Google Agenda à Zoom. Alors, je connecte à travers une extension Chrome. C'est-à-dire qu'en fait, j'utilise le navigateur Chrome pour accéder à Internet. Et sur ce navigateur, il y a une extension qui existe qui s'appelle Zoom Scheduler et qui me permet de connecter automatiquement mon agenda à Zoom. Alors, à quoi ça sert de faire ça? En fait, ça me sert à gagner du temps, tout simplement. C'est que quand je crée imaginons, on se met d'accord sur, on doit faire une réunion d'équipe d'1h30 sur la validation du logo, imaginons. Je vais changer d'exemple après si le logo, c'est trop pénible. Et du coup, je peux simplement, depuis mon agenda Google, ajouter un titre et transformer cette réunion en réunion Zoom. Donc, quand vous reliez les deux, il y a un petit bouton, on ne voit pas très bien, c'est pas très grand, mais il y a un petit bouton bleu ici où il y a marqué transformer en réunion Zoom. Et quand vous cliquez ici, automatiquement, ça envoie le lien de la réunion Zoom en descriptif de la réunion, et ça met également dans la location, dans le lieu de la réunion, le lien de la réunion Zoom. Donc, quand vous envoyez cette réunion Google, en fait, cette invitation à une réunion Google aux participants, eux, ils vont recevoir à la fois une invitation Google, mais à la fois, ils auront tout ce qu'il faut. Ils vont savoir que c'est une réunion Zoom, parce que ça sera marqué ici. Ils vont avoir tout ce qu'il faut pour se connecter à la réunion. C'est-à-dire que quand ils vont arriver le mercredi ou le jeudi, je ne sais plus, sur leur agenda, ils ouvrent dans leur agenda la réunion, ils cliquent sur le lien, et ils accèdent à la réunion Zoom. Donc ça, c'est assez pratique également de relier les deux. Ça fait gagner du temps. Ça évite de... Et puis ça cale également un créneau dans Zoom pour une réunion. Donc voilà, ça fait gagner du temps. Ça évite de à la fois créer une réunion Google Agenda et ensuite créer une réunion Zoom. Les deux sont faits en une seule fois. Donc c'est assez, voilà, ça fait gagner du temps. J'arrive sur le dernier outil, l'outil central en fait de mon organisation. Donc les autres, c'est plutôt des outils accessoires qui vont permettre de communiquer, d'organiser des réunions. Là, je rentre vraiment sur mon outil principal de gestion de projet. Alors j'en ai utilisé à nouveau énormément. Des simples, des complexes, des gratuits, des payants. Et au final, celui que j'ai choisi après quelques années de test, c'est Trello. Donc Trello, je l'utilise vraiment pour à la fois piloter les projets, les différents projets, communiquer avec les parties prenantes du projet, que ce soit le client, les équipes du client, les partenaires, voilà, des prestataires par exemple. Ça va permettre d'organiser les tâches et également, deux choses importantes, il a une version mobile et une version et il est gratuit en version basique. Donc là, on revient sur vraiment le côté mobilité et gratuité pour tester. Donc sur Trello, on a... alors là, je vous ai fait une petite simulation. Donc j'ai créé 3 projets. Donc on peut voir dans Trello. Donc dans Trello, on peut créer ici ce qu'on appelle des tableaux. Donc moi, on va dire qu'un tableau correspond à un projet. Donc chez un projet 1, par exemple, il faudrait organiser le lancement marketing d'un livre.
un projet 2 qui serait l'organisation, la mise en ligne de cours de fitness, et le projet 3 qui serait sur l'automatisation de processus. Donc là, on a 3 projets vraiment distincts, alors que j'ai mis pour des soucis de simplification dans la même équipe, mais qui auraient pu être dans 3 équipes différentes. Donc, alors, vous avez un tableau qui correspond à un projet. Chaque projet a une équipe dédiée, et on retrouve du coup ces éléments ici dans Trello. Alors, je vais vous montrer. Donc là, on retrouve nos 3 projets. Donc j'ai des tableaux d'équipe et des tableaux personnels que seul moi peux voir et utiliser, par exemple. Si je rentre dans un tableau, donc dans un projet, je retrouve mes tâches. Donc là, j'ai fait dans un tableau, on a des listes. Donc là, on est dans le tableau projet 3, et on a 3 listes: à faire, en cours, fait. J'ai fait un modèle très simple pour vraiment pouvoir comprendre comment ça fonctionne. Donc à faire sont les tâches à faire, en cours sont celles qui sont en cours, et quand c'est fait, on les glisse dans cette liste. Donc les tâches peuvent se glisser-déposer assez facilement d'une liste à l'autre. Donc cette liste à faire, donc ce sont les tâches à faire, à l'intérieur de la liste, on retrouve des cartes. Et moi, donc les cartes correspondent à des tâches. Donc, tâche numéro 1, par exemple, tracer le processus d'achat. Donc là, on a Magali Test qui est assignée sur cette tâche. La tâche 2, identifier les axes d'amélioration. Donc c'est Magali Thomas Lavielle qui est assignée sur cette tâche, etc. Et sur chaque tâche, on peut désigner quelqu'un pour la réaliser. Et on peut également mettre des dates limites. Et on peut mettre plein de choses en fait dans la carte. Mais ce qui est intéressant, c'est déjà de désigner qui l'a fait et d'y mettre une date limite. Donc là, on retrouve nos tâches dans ce projet 3. Si on ouvre le projet 1, on va retrouver les tâches du projet 1. Et si on ouvre le projet 2, on retrouve les tâches du projet 2. Alors Trello est un outil qui est très simple d'utilisation, mais qui du coup et qui permet de faire plein de choses différentes. Du coup, ça peut vite devenir une usine à gaz si on reste pas vraiment très, si on se discipline pas à rester simple et à suivre en fait un process qui est défini. Donc, il faut vraiment tracer ce qu'on veut faire avec cet outil, sinon ça peut vite partir dans tous les sens vu qu'on peut faire à peu près tout et n'importe quoi avec cet outil. Si je rentre dans la tâche 1, tracer le processus d'achat. Donc là, cette carte, quand je l'ouvre, on retrouve encore plus d'informations. Donc on trouve à nouveau le membre, donc qui va réaliser cette tâche. On peut ajouter une petite description dans la tâche. On peut mettre des pièces jointes et on peut communiquer, mettre des commentaires. Alors quand je vous disais que je centralise ma communication sur Trello, c'est justement ça que je voulais dire. C'est-à-dire que sur la tâche 1, par exemple, tracer le processus d'achat, si c'est moi, imaginons que ce soit moi qui sois en action ou quelqu'un d'autre soit en action sur cette tâche, si un livrable, imaginons ce processus dessiné. Au lieu d'aller écrire un mail pour dire « Ah tiens, c'est bon, j'ai terminé », on met directement le fichier dans la carte Trello et on va aller taguer la personne qui doit soit valider, soit qui doit intervenir sur cette carte, où on peut simplement mettre un commentaire. Là, par exemple, la personne, Magali Test, a terminé de dessiner le processus achat. Elle écrit à un autre membre qui est concerné par cette activité pour dire « Voici la modification du processus achat, vois-tu des choses à ajouter ?» Et donc, la personne va recevoir cette notification. Alors, la personne peut décider, elle, de recevoir les notifications sur son adresse email ou directement dans Trello. Et du coup, tout l'historique et toute la communication autour de cette tâche va être centralisée dans une carte. Et en fait, ça, c'est une des choses qui pour moi est très importante dans l'utilisation de Trello, c'est que justement, c'est à la fois un petit pilotage et de gestion de projet, mais c'est également là qu'on centralise la communication. C'est-à-dire qu'on peut retrouver la trace d'échange, on peut retrouver les fichiers sur lesquels on travaille, et du coup, tout est au même endroit. Et d'avoir tout au même endroit, c'est un gain de temps qui est considérable. Alors, ce qui est intéressant, je vous parlais de partage de documents dans Trello. Donc là, vous me voyez peut-être venir. Du coup, j'ai connecté Trello à Dropbox. Donc, dans Trello, il y a ce qu'on appelle des power-up.
Donc des power-up, c'est des petites applications à l'intérieur même de Trello qui vont permettre d'ajouter des fonctionnalités. Donc vous le voyez, c'est sur les côtés, on peut ajouter à une carte ou à son environnement Trello des power-up. Ça s'écrit power comme puissance et up. Et ces petits power-up, ils vont permettre de connecter différentes applications. Et donc là, j'utilise le power-up Dropbox pour aller connecter Dropbox à Trello. C'est-à-dire que quand je veux rajouter dans la fiche Trello, dans la carte Trello, un document, je peux aller le chercher directement depuis la fiche Trello dans Dropbox. Je n'ai pas besoin de faire différentes procédures pour aller, chercher mon fichier, le télécharger et ensuite le réimporter dans Dropbox. Là, c'est directement fait. Donc, c'est des petites choses comme ça qui font gagner du temps au quotidien et qui permettent de gagner en efficacité et en performance. Donc ça permet d'accéder au projet 1, 2, 3 et au dossier à l'intérieur. Hop, je regarde l'heure rapidement. OK. Organiser les tâches. Alors, donc je vous ai dit que Trello me permettait... Alors, comment pouvons-nous mettre des priorités dans Trello? C'est une très bonne question. Alors, les priorités dans Trello fonctionnent à partir des dates d'échéance. Donc, en fait, quand vous rentrez, justement, cette slide permet de répondre en partie à la question. Quand vous créez une carte dans Trello, pour ma part, moi, j'utilise les cartes comme des tâches, vous pouvez assigner à un membre et mettre une date limite, une échéance. Et donc, c'est les échéances. Moi, je trie, par exemple, les cartes par date d'échéance pour, du coup, les trier par ordre de priorité. Et donc là, j'ai ouvert 2 projets. Le projet 1 et le projet 2. Le projet 1 et le projet 2. Donc, dans le projet 1, j'ai une tâche à faire. Enfin, Magali Test a une tâche à faire. Lancer la campagne de teasing sur les réseaux sociaux. C'est une tâche qui est programmée, qui a une date d'échéance au 14 avril. C'est ça. Et dans le projet mettre en place les cours de fitness en ligne, j'ai également une tâche qui est configurer l'espace de formation, qui a une échéance au 17 avril. Alors en fait, je vais avoir plein de tableaux qui correspondent à des projets, et dedans, j'ai des tâches. C'est pas hyper pratique, il faudrait que j'aille ouvrir chaque tableau pour que je sache ce que j'ai à faire. Pareil pour les équipes, il faudrait qu'elles aillent ouvrir chaque tableau pour savoir quelles sont les différentes tâches qu'elles ont à faire. Alors oui, Trello, clairement, c'est un outil qui est très simple à prendre en main. Et par contre, qui est très simple à mal prendre en main aussi. Donc effectivement, François-Éric, c'est un gain de temps, mais ça nécessite effectivement au départ de s'y plonger un petit peu pour bien comprendre comment ça fonctionne. C'est très intuitif, mais c'est tellement intuitif qu'on peut vite ne pas utiliser une bonne méthodologie pour l'utiliser. Donc il faut vraiment, en utilisant Trello, déjà savoir comment on va l'utiliser, limite tracer un petit processus pour savoir comment on va l'utiliser, pourquoi faire et avec qui on va collaborer avant de commencer à créer des cartes, créer des tableaux, parce que sinon, ça va être un gros bazar complètement ingérable. Donc, voilà. Donc là, pour moi, mon organisation, qui ne sera peut-être pas la vôtre, c'est un tableau égale un projet. À l'intérieur des tableaux, il y a des listes qui correspondent à des tâches à faire en cours ou terminées. À l'intérieur de chaque liste, il y a des cartes qui correspondent à des tâches. Et ces tâches, j'utilise au minimum la fonction membre, c'est-à-dire qui l'a fait et pour quand. Après, on peut rajouter tout plein d'informations, mais l'idée est quand même de rester simple au maximum parce que sinon, on peut vite perdre du temps plutôt qu'en gagner. Donc là, j'ai par exemple Magali Test, elle a une tâche dans le projet 1, une tâche dans le projet 2, et je crois qu'on avait aussi une dans le projet 3. Alors, ce qui serait intéressant, ça serait d'avoir un tableau personnel pour elle, donc un tableau que seule elle peut voir, qui lui permet de voir tout ce qu'elle a à faire cette semaine. Et c'est là que, du coup, il y a un petit outil, un petit robot dans Trello d'automatisation qui est juste fantastique, parce qu'il permet d'automatiser, de créer, sans avoir besoin de connaître, de coder, on va dire, d'automatiser pas mal de choses. Donc, j'ai créé un tableau qui s'appelle « Affaires cette semaine ». Donc, c'est un tableau qui est personnel à Magali Test. Alors, tout à fait, Trello s'interface, je réponds à la question de Nelly. Moi, j'ai choisi Dropbox parce que voilà, j'ai un compte Dropbox Business qui me permet de stocker des fichiers, etc. Mais Trello s'interface avec Google Drive de la même façon qu'avec Dropbox. Il est tout à fait possible
de remplacer Dropbox par Google Drive sur cette application. Alors, donc j'ai un fichier à faire cette semaine qui est un fichier personnel. C'est-à-dire que c'est un fichier que seul moi vois, seul moi peut modifier et que les autres ne peuvent pas voir. Donc moi, je l'utilise en fait pour stocker, pour savoir ce que je dois faire cette semaine. Donc, à faire cette semaine en cours fait. Et ce que j'aimerais, c'est que toutes les cartes de tous les tableaux soient mises ici sur à faire cette semaine. Et donc, moi, ce que je veux, c'est mes 3 cartes qui sont à différents tableaux se retrouvent ici. Et pour ça, il y a un outil d'automatisation qui est juste super bien, qui s'appelle Butler. Alors, Butler, c'est une petite conciergerie de Trello. Alors, je regarde rapidement les questions, juste pour info de Trello pour l'instant, ici d'autres solutions. Alors, moi, je suis intéressée aussi, François, Eric, de savoir, du coup, comment... Alors, pourquoi vous avez abandonné l'outil et du coup, et quels outils vous utilisez actuellement? Moi, je suis toujours à la recherche de, voilà, de nouveaux outils, savoir ce qu'il est possible de faire. Ouais, on en parlera à la fin, ça marche. Du coup, je reviens rapidement, parce que là, du coup, sur Butler. Donc, ce qui est intéressant, c'est de récupérer toutes les fiches dans tous les tableaux pour aller les retrouver dans une seule et même liste pour avoir du coup un seul endroit tout ce que je dois faire cette semaine ou tout ce que quelqu'un de l'équipe doit faire cette semaine. Donc pour ça ici vous avez une petite sonnette, vous savez comme les sonnettes sur les dans les hôtels, gling. Je sais pas si vous voyez, on appuie dessus. Donc vous avez une petite sonnette et quand vous cliquez ici, vous pouvez aller créer des commandes. Alors désolé, mon Trello est en anglais, je pense que ça doit pouvoir se mettre en français. Donc vous avez différentes commandes, différentes automatisations que vous pouvez mettre en place sur Trello. Je vais vous en montrer une, celle qui permet du coup de remonter toutes les cartes dans ce fichier personnel pour que je sache que les équipes puissent savoir chaque semaine ce qu'elles ont à faire dans la semaine en cours. Donc il y a différents déclencheurs. Donc là, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais là, en gros, ce que je veux, c'est qu'à une date précise, Butler aille chercher différentes tâches et me les mettre dans une liste. Donc là, c'est une commande de type calendrier. Donc là, je vais ajouter ce qu'on appelle un déclencheur. Donc je décide que chaque lundi, je lui dis chaque lundi à 6h du matin. Il faut, OK, j'ai quelque chose à faire chaque lundi à 6h du matin. Dis-moi ce que je dois faire. C'est fantastique, il fait tout ce que vous voulez. Donc chaque lundi à 6h du matin, je veux que tu ailles copier les cartes qui ont une date limite. Je veux que tu ailles copier les cartes en fait, que je dois faire cette semaine et me les coller dans cette liste. Et ça, du coup, on va utiliser donc différentes fonctions, mais moi, ce que je veux, c'est lui dire que c'est... alors là, j'ai mis move, c'est-à-dire que ça va déplacer, mais ce que j'aurais dû mettre, c'est peut-être copier. Copier chaque carte dont la date limite est dans moins de 7 jours et que je dois faire, qui me sont assignés, et copier dans la liste. Bon, moi, c'est mon tableau, donc ça s'appelle objectif de la semaine, mais copier dans la liste à faire cette semaine. Et chaque lundi à 6h du matin, Butler va aller chercher ces différentes cartes et pour moi, les mettre dans cette liste. Alors là, c'est un exemple d'automatisation. Donc ça crée alors là, j'ai pas du tout... c'est pas du code, quoi. C'est vraiment assez basique. Hein. C'est chaque lundi à 6h du matin, copie chaque carte qui a une date limite dans moins de 7 jours dans ma liste objectif de la semaine. Et du coup, ça va aller me copier, je reviens sur la slide précédente, l'ensemble des cartes. Oups, je suis allée un peu trop vite, pardon. Ici. Donc chaque semaine, le lundi matin, ma liste de choses à faire de la semaine est faite. Et donc, il n'y a pas à réfléchir, à se dire, bon, qu'est-ce que je dois faire, ouvrir tous les fichiers. Là, j'ai mis 3 projets. Mais quand vous en avez 15 et quand vous n'avez pas 3 tâches, mais que vous en avez 25, c'est quand même très pratique de savoir exactement ce que vous devez faire cette semaine et peut-être qu'il n'y a que 5 tâches à faire cette semaine avec des dates limites différentes. On pourrait aussi demander à Butler de trier ces tâches par date limite pour que je puisse les faire une à une. Donc, en fait, il y a toute une possibilité d'automatisation dans Trello. Alors là, je vous en ai montré une simple, mais c'est un outil qui peut aller très loin en termes d'automatisation et qui permet de faire à peu près tout ce qu'on veut sous son apparente simplicité. Alors, OK, bon, là, maintenant, j'ai mes tâches de la semaine, super.
Mais comment je l'ai fait? Alors là, je reviens sur la connexion entre Trello et Google Calendar, donc Google Agenda. Donc, moi, j'ai connecté mon Trello à mon agenda. Pourquoi? Parce que, imaginons que j'ai des tâches à faire. J'ai, imaginons, 10 heures de réunion cette semaine et 40 heures de tâches à faire. C'est pas réaliste. Donc moi, ce que j'aime bien, c'est voir mes tâches, planifier mes tâches en les mettant à l'épreuve de la réalité. Et pour ça, il y a un power-up, à nouveau, qui s'appelle Chronofy. Donc ça, c'est un power-up qui va me permettre de relier Trello et mon calendrier pour aller me mettre des sessions de travail et voir si finalement j'ai assez de sessions de travail pour réaliser ces tâches. Il faut mieux qu'en début de semaine, je dise « Ah non, ça, c'est pas possible, je vais pas pouvoir le faire parce que j'ai 3 jours de formation, une journée, une demi-journée de réunion et on me demande et là, j'en ai pour 4 jours à faire cette activité. Ça va pas être faisable. » Donc en fait, je vais aller planifier des sessions de travail dans Google Agenda et pour ça, je dois connecter Trello et Google Calendar. Et pour ça, j'utilise Chronofy. Donc, il y a un power-up. Et sur chaque tâche, je vais définir une durée. Donc, imaginons, là, je dois préparer des slides. J'estime la durée à 4h30. Et ensuite, une fois que je dis, OK, il faut que je bloque dans mon agenda, quelque part, 4h30 pour préparer ça. Et après, je vais aller le planifier et dire, OK, ça, je le ferai mardi matin. Donc ça c'est de l'organisation personnelle et de l'organisation d'équipe, parce que ça, les équipes peuvent également le mettre en place. Et là, une petite animation. Donc, en fait, une fois que vous avez planifié votre tâche dans Trello, elles apparaissent là en bleu dans votre agenda Gmail et vous allez les planifier. Dire, bon, OK, cette tâche-là, je vais la faire le lundi matin. Celle-ci, je la ferai le mercredi, etc. Et une fois que vous déplacez la tâche dans Google Agenda, ça modifie également la date de la tâche. Donc, dire, bon, celle-ci, elle était due. Alors, je devais la faire pour vendredi. Finalement, de toute façon, je planifie de la faire mardi, donc elle sera faite mardi. Voilà, donc ça, c'est assez pratique, mais c'est surtout un test de réalité. C'est dire, est-ce que c'est réaliste d'avoir 40 tâches d'1 heure ou 80 tâches de 2 heures à réaliser cette semaine? Non. Et ça permet aussi de confronter le nombre de tâches à réaliser par rapport au temps réellement disponible. Donc ça, c'est assez intéressant. Et c'est pour ça que j'utilise aussi, je relie Google Agenda et Trello. Alors, Trello existe en version mobile, ça c'est hyper pratique, et il existe en version tablette. Et c'est pareil, plutôt bien fait. On peut également glisser, déposer les cartes. Ce sont les mêmes fonctionnalités quasiment que sur l'application bureau, l'application ordinateur. Voilà. Et les tarifs. Alors, les tarifs, il y a gratuit, $0. Donc, moi, je me suis servi longtemps du gratuit. Après, quand j'ai commencé à automatiser et mettre en place des petites automatisations, il y a un certain nombre d'automatisations possibles avec le gratuit. Et pour avoir accès à un nombre illimité d'automatisations, moi, je paye $5. Alors, je ne sais pas où je me situe. Voilà, je suis passée sur une offre Gold un peu plus onéreuse, mais vu le temps gagné, c'est juste donné. Et donc, il y a une offre business à 9 € et une offre entreprise. Les services, l'offre, vous pouvez rester très longtemps si vous avez peu d'automatisation sur le mode gratuit. Moi, j'ai utilisé très longtemps Trello sur le mode gratuit parce que je ne travaille pas non plus avec des grosses équipes. En revanche, dès que vous allez avoir des équipes nombreuses, vous allez vite être limité et devoir passer sur le mode business. Donc voilà pour les tarifs. Donc je reviens sur l'écosystème. Du coup, si on revient sur l'écosystème Trello, gestion de projet, organisation des tâches et communication. Zoom pour les réunions en face à face. Dropbox pour le partage et la gestion de fichiers en mode collaboratif. Et Google Agenda pour planifier les rendez-vous, les réunions, mais également les sessions de travail. Avec des automatisations à l'intérieur de Trello et des liens entre les différents outils. Alors, ce que je n'utilise pas, ce sont les emails, pour gérer les projets, je parle. Ce sont les emails, le téléphone, parce qu'en fait, ça fait perdre énormément de temps et ça fait perdre énormément d'informations aussi aux équipes. Donc, j'essaie de centraliser l'information un maximum sur Trello, afin que, par exemple, les autres membres de l'équipe puissent aussi savoir ce qui s'est passé, qu'il n'y ait pas vraiment de conversation en off ou à côté.
Donc, s'il y a des commentaires, des validations, ça peut être à l'intérieur de la carte Trello et tout le monde peut avoir accès à l'info. Donc ça, c'est le côté agile aussi de la gestion de projet, c'est que tout le monde a accès à l'info, à l'information, et il n'y a pas de communication, on va dire, détournée. Et donc, les emails, pareil, plutôt peu. Finalement, s'il y a une question à poser, on peut la poser directement dans la fiche. Et le téléphone, pareil, j'utilise très peu. D'ailleurs, très peu de gens ont mon numéro de téléphone. Et voilà, c'est vraiment un SMS en cas d'urgence s'il y avait quelque chose. Mais l'idée est vraiment de centraliser des informations sur Trello. Alors, ça, donc, l'écosystème que je vous ai présenté, il s'applique à des projets comme les miens, où on est sur des équipes de 10 personnes, on va dire 5-10 personnes, des projets à distance. C'est peut-être pas le cas pour vous, donc je voulais également vous présenter d'autres outils. Alors, tous les outils que je vous présente, je les ai utilisés. Je ne vous présente pas d'outils que je n'ai jamais utilisés, parce que j'aime pas parler de ce que je connais pas. Alors, je les ai utilisés. Alors, soit je les utilise plus, soit je les utilise pas dans le contexte de gestion de projet. Slack. Alors, Slack, c'est un outil extraordinaire qui permet de communiquer. Donc, c'est une messagerie qui a été créée par au départ pour la communication par des gamers sur les jeux vidéo, et qui est tellement bien, en fait, qui est utilisé maintenant plus largement. Ce qui est hyper intéressant avec Slack comme messagerie, c'est que c'est organisé par fil de discussion. Donc, on peut vraiment avoir différents fils de discussion et retrouver l'historique d'un élément dans une discussion. Le moteur de recherche de Slack sur les conversations est super puissant et auto-apprend. Donc, c'est-à-dire que plus vous l'utilisez, plus il est intelligent. Donc, Slack, si vous souhaitez, si vous avez des équipes et différents projets et que vous souhaitez créer des groupes de discussion sur des sujets, c'est un super outil. WhatsApp, ça, c'est l'outil que vous connaissez peut-être déjà. Alors, WhatsApp, ce qui est pratique avec WhatsApp, c'est que c'est sur téléphone et c'est très pratique en 2 secondes. Vous pouvez faire parler en vidéo jusqu'à 4 personnes gratuitement. Vous pouvez avoir une conversation. L'inconvénient de WhatsApp, pour ma part, ce que je trouve, c'est que c'est sur téléphone, justement, et que c'est petit. Alors, ils ont créé une version web, mais qui est pas hyper intuitive. C'est vraiment un outil qui est mobile. Et vraiment, pour le coup, purement mobile. Donc, on oublie tout ce qui est desktop, ordinateur. Et puis, il y a Facebook Messenger, que vous connaissez peut-être également, qui est un outil de messagerie sur lequel on peut lancer également des appels vidéo. Donc, Facebook Messenger, WhatsApp, Slack, il y en a quantité d'autres. Si vous cherchez des outils de communication, des outils de messagerie, il y a Discord aussi, je ne l'ai pas cité, on en parle beaucoup, mais je ne l'ai pas utilisé, donc je ne l'ai pas mis. Mais il y en a plein. Il y en a plein. Communiquer à distance en messagerie et lancer des petits appels audio ou envoyer des enregistrements vidéo, ça se fait sur tous ces outils. Vous pouvez partager des documents également. Donc, communiquer, c'est presque ce qui est plus facile aujourd'hui avec les outils digitaux. Pour partager les fichiers, Nelly en avait parlé, il y a Google Drive, bien entendu, super, très pratique. Ce qui est particulièrement intéressant avec Google Drive, c'est qu'on peut travailler ensemble sur le même fichier. C'est gratuit en version basique. Je ne me rappelle plus du stockage, mais c'est suffisant pour partager des documents type Excel, des tableurs, des documents de traitement de texte, etc. Ça peut être vite limitatif si vous partagez des vidéos ou si vous travaillez sur du montage vidéo, des choses comme ça. Donc Google Drive, ce qui est bien, c'est que Google Drive se connecte à plein d'autres applications. Donc vous pouvez le connecter à Trello, vous pouvez le connecter bien entendu toute la suite Google, Google Agenda, Gmail, etc. Donc hyper pratique parce que là c'est vraiment un écosystème à part entière. Ensuite il y a OneDrive, qui appartient à Microsoft. Donc c'est un peu le pendant Google de Google Drive. Pareil, il est gratuit avec une limite Alors en ce moment, il est gratuit en illimité. Je crois que Microsoft a lancé pour le confinement un accès plus grand à OneDrive gratuitement si vous êtes client Microsoft. Donc OneDrive, c'est pareil, c'est exactement la même chose. Hein, c'est du stockage sur le cloud, donc sur un serveur externe, de vos fichiers, accès à vos fichiers de partout, partage de fichiers. Et c'est vraiment le même principe que Dropbox, que Google Drive. Je voulais également citer WeTransfer, que j'utilise de temps en temps, malgré tout, notamment sur les projets vidéo.
WeTransfer, c'est un outil qui permet d'envoyer des gros fichiers volumineux. Donc, vous avez une grosse vidéo bien lourde. Alors, si vous n'avez pas Dropbox, par exemple, en version illimitée, par exemple, ça peut vite prendre de la place. Vous pouvez la transférer à vos partenaires par WeTransfer. Donc, WeTransfer, c'est un fichier, vous uploadez votre fichier, la personne va recevoir un lien et va pouvoir télécharger ce fichier. Et ça, c'est très pratique pour les fichiers très volumineux. Les vidéos, les choses vraiment lourdes comme ça qui ne pourraient pas passer, par exemple, par email. Donc ça, c'est outil de partage de fichiers. À nouveau, il y en a une multitude d'autres. Ceux-là sont les principaux, c'est les grands acteurs, on va dire, du partage du fichier avec Dropbox. Animer des réunions à distance. Alors là, je ne sais pas combien il y en a aussi. Ceux que j'utilise, j'en ai utilisé plus que ça. Je vous en ai mis les trois principaux. Bah, il y a Skype. Skype, c'est, je pense que, alors maintenant Skype, ça fait un peu daté, mais ça fonctionne toujours très bien. Skype est gratuit. Skype permet de faire des visios avec autant de personnes que je crois pas qu'il y ait de limite, effectivement. On peut faire des visios à plusieurs sans limite de temps gratuitement, ce qui n'est pas le cas de Zoom, par exemple. C'est également une messagerie, parce qu'on peut écrire dans Skype, et c'est également un endroit où on peut partager des fichiers. Parce que dans la messagerie, on peut envoyer des pièces jointes. Il y a Teams. Teams, c'est à nouveau le gros acteur Microsoft qui a sa version de... Alors Teams, c'est plus un écosystème, mais là, sur l'aspect réunion à distance, vous pouvez animer des réunions à distance avec Teams. Ça appartient à l'écosystème, on va dire, Microsoft. Et après, il y a d'autres outils comme GoToMeeting qui permet d'organiser des réunions. Alors, tous ces outils ont des tarifications différentes. Je vous laisserai aller voir plus en détail si vous le souhaitez. Et voilà, après, il y en a d'autres. Il y en a plein d'autres, ne serait-ce que celui-ci qu'on utilise aujourd'hui pour la conf, qui a l'air très bien aussi. Donc, voilà, des réunions à distance, il y a plein d'outils. Ce qui va se jouer, c'est comment choisir le bon outil. Là, c'est vraiment en fonction de vous. Ça va être quel est le nombre de participants habituellement que vous avez. Quel mode de communication vous voulez? Est-ce que vous voulez que les personnes puissent interagir en audio ou est-ce que vous voulez un chat? Et en fonction de ça, choisir la tarification. Regardez aussi la tarification qui va être le plus adaptée. Donc voilà. Après, en général, ces outils peuvent être testés. Donc moi, je vous invite à les tester. Alors pour piloter ces projets, alors là, pareil, il y en a plein. Monday, qui permet... Alors ça, ce sont vraiment des outils de gestion de projet. Vous pouvez assigner des tâches. Vous pouvez assigner des tâches, vous pouvez mettre des dates limites sur les tâches, vous pouvez parfois présenter sur certains de ces outils des plannings. Donc, il y a plein de fonctionnalités sur ces outils. C'est de la gestion de projet pure et dure. On planifie, on met un plan d'action, on assigne les tâches à quelqu'un et on les suit et on les pilote. Et chaque personne de son côté, chaque membre de l'équipe doit savoir ce qu'elle a à faire. C'est vraiment l'objectif de ces outils-là. Donc, vous avez Monday.com, qui est un outil très agile. Donc, il est très, très bien pour les projets agiles. Il y a Podio, que j'ai utilisé, mais que j'ai trouvé assez complexe. Je pense qu'il peut aller très, très loin, mais qui nécessite une prise en main assez longue, mais qui est intéressant dans le sens où on peut voir tout de suite, en se connectant, les tâches qu'on a réalisées. Il y a Asana, qui est bien connu, et qui a une version gratuite qui va assez loin. Donc ça peut être pas mal si vous cherchez quelque chose de gratuit. La version gratuite va assez loin, donc on peut assigner des tâches à des membres d'équipe. Vous avez Jira, qui est pas mal utilisé, je ne sais pas pour quelle raison, dans les mutuelles. J'ai vu pas mal de mutuelles qui utilisaient cette... Alors pareil, ça c'est agile. Jira, c'est vraiment gestion de projet agile, donc transparence, communication. Si vous avez des projets cloisonnés, où il y a des secrets, entre guillemets, selon les services, c'est pas forcément les meilleurs outils, parce que tout le monde a accès, finalement. Enfin, on peut toujours configurer, mais là, l'idée, c'est que tout le monde sait ce qui se passe sur les projets. Et vous avez Basecamp. Il y en a d'autres, à nouveau. Donc là, le mieux, c'est peut-être d'essayer vraiment en fonction, d'aller voir un petit peu, sur tous ces sites, vous avez un petit tuto qui vous explique comment ça marche et à qui ça s'adresse, et aller choisir celui qui est le plus adapté à vous, votre entreprise, et vos besoins, en fait. Donc, pour finir, juste quelques petites recommandations, c'est qu'en fait, comme je le disais, il n'y a pas vraiment de vérité sur les outils. Donc, le mieux, c'est de les tester. Donc, vous testez, il y a toujours une version gratuite ou une version test. Donc, testez les outils, vous voyez si ça correspond. Ça nécessite un peu de temps, mais ça vaut le coup quand même de le faire, plutôt que partir sur... ce qui est bien pour l'un ne sera pas forcément adapté à vous. Donc, c'est pas parce que quelqu'un utilise un outil avec succès que ça va vous correspondre. Donc, vraiment, testez, voyez ce qui fonctionne. Si ça va pas, changez.
Restez pas avec un outil qui vous convient pas. Des fois, on dit, j'ai passé 2 semaines à apprendre, mais bon, ça convient pas, bon, mais j'ai passé 2 semaines à apprendre, je vais continuer. Non, vous allez avoir un outil qui va vous peser encore et encore. Donc, choisissez vraiment un outil qui vous soulage, qui vous rend plus léger, pas un outil qui va vous alourdir votre organisation. Ensuite, une fois que vous avez choisi un outil ou des outils, en fait, c'est comment ces outils vont interagir entre eux. Essayez de voir comment vous pouvez mettre en place un système. Essayez aussi de relier les outils entre eux pour faciliter la gestion de projet. Une fois que vous avez défini ce système, ce qui est important, c'est de le partager. Former éventuellement vos équipes à ces systèmes et rappeler les process, en fait. Si par exemple, moi, je n'utilise pas les mails, si vous m'envoyez un mail, vous aurez une réponse le soir parce que je vérifie mes mails le soir, mais c'est pas la façon la plus... par exemple, avec mes clients, ça va être... Là, je parle vraiment en gestion de projet, hein, parce qu'après, j'utilise le mail. Mais si, par exemple, il y a une question, un dossier à valider ou quelque chose à valider sur un projet, que je travaille avec un partenaire, c'est plus simple de me taguer dans une fiche Trello en me demandant ma validation que de m'envoyer un mail. Et du coup, c'est aussi rappeler un peu ces règles de fonctionnement. Et là, je vais dire le contraire, mais il faut aussi s'adapter. Si vous avez quelqu'un qui est absolument pas... Moi, j'ai travaillé avec des gens qui étaient pas du tout digital. Et dans ce cas-là, c'est aussi à vous de vous adapter. Vous n'allez pas forcer quelqu'un à utiliser un outil qui lui est pénible, qui va le faire stresser. Si vous devez faire une réunion avec un partenaire, imaginons, qui n'est pas digital, qui ne sait pas du tout utiliser un outil de visioconférence, et que vous devez l'avoir une fois, si ça l'arrange qu'on se donne un coup de téléphone, on se donne un coup de téléphone. C'est pas grave. C'est pas parce que d'habitude on utilise Zoom que là je vais la forcer ou le forcer à utiliser Zoom, à apprendre et que ce soit pénible pour elle ou pour lui. Donc avoir un process bien défini, s'y conformer le plus possible, si les gens sont OK, et si c'est pénible pour les gens, quand même garder cette flexibilité et dire OK, c'est pas grave, on peut se faire une réunion téléphonique, oui, il n'y a pas de souci. Et voilà, l'autre chose, c'est simplifier. Moi, ce que j'ai fait sur mes systèmes, au début, j'avais beaucoup plus d'outils que ça, c'est en retirer, pour que ça soit le plus simple possible, parce que vraiment, la simplicité, ça permet de gagner énormément en efficacité, et c'est voilà, simplifier. J'essaye encore d'en retirer aujourd'hui, même au niveau de mes procédures à l'intérieur de Trello, de simplifier encore davantage pour avoir quelque chose de plus épuré et le plus efficace possible. Voilà, j'ai terminé la présentation. Du coup, j'ai vu qu'il y avait plein, à un moment donné, il y a des commentaires, j'ai pas eu le temps de tout regarder. Alors, est-ce qu'il faut que vos clients et partenaires utilisent les 4 outils? Alors oui, ça c'est une des contraintes, effectivement. Il faut que les partenaires, par exemple, pour partager, alors ça dépend desquels, mais pour partager un dossier Dropbox, il faut que le client se crée un compte Dropbox, même gratuit. Donc ça, c'est effectivement une contrainte. En revanche, si j'envoie une invitation dans Google Agenda, la personne peut être sur un autre type d'agenda et ça marche très bien. Donc ça dépend des outils. Des fois oui, des fois non. Via le support. Okay. Alors ouais, j'ai essayé des outils, d'outils français. Ouais, c'est vrai que j'ai vraiment pas essayé de. En fait, j'ai testé plein d'outils, j'ai pas privilégié français, pas français. Je sais pas, il doit en exister probablement. Il me semblait que Slack était français. Je sais pas, j'aurais dit que c'était américain, moi, je suis pas sûre. Hein. Je vais regarder. Attendez, je peux vérifier rapidement. Slack, ce serait français? Il me semblait. D'accord. Je ne sais pas. On avait éventuellement, on va peut-être inviter François-Éric, s'il est encore là, pour témoigner par rapport au choix d'autres outils. Il avait Trello, tu sais, il l'a abandonné pour d'autres outils. Donc, du coup, je vais l'inviter à venir témoigner. J'espère que ça va marcher. De façon à ce que son témoignage soit à l'oral plutôt qu'il ait à tout écrire par le chat. Ouais, et c'est hyper intéressant justement quand on rentre dans ces outils,
c'est de rester justement ouvert sur tout ce qui existe et de ne pas être figé. Il y a souvent des guerres d'outils, en fait. Ah, moi, je dis ça parce que c'est mieux. C'est un peu la guerre Mac et PC ou la guerre Slack versus Messenger. Et ce qui est intéressant, c'est vraiment de rester ouvert parce qu'il y a des opportunités sur chaque outil. Et moi, j'en apprends tous les jours, même des fois en management agile, sur des étudiants qui me donnent des outils que je ne connaissais pas et que je teste et qui sont super bien, quoi. Donc, c'est vraiment intéressant. Et puis, ça change. Comme il y a toujours des nouveaux, je serais curieuse également d'avoir le feedback de François-Éric. Ouais, je lui ai envoyé une invite, mais Il a marqué « se prépare ». Il se prépare, le voilà. T'as habillé, c'est ça? C'est un pyjama. Là, j'avais... à distance aussi. Hein. Bonjour, j'avais pas vu que la fenêtre était bloquée. D'accord. Donc nous, on a été conseillé d'utiliser Trello par un actionnaire qui est arrivé dans le groupe, qui a effectivement une grosse entreprise avec un certain nombre de salariés et beaucoup d'activités sur son équipe en tant que commerciaux et techniciens. Donc, il a mis en avant ce côté Trello et on a voulu le mettre en place pour notre équipe. Et on est arrivé à un système où, en fait, l'équipe ne savait pas utiliser et ne comprenait pas comment utiliser de façon optimum Trello. Et je pense que pour une start-up comme la nôtre, en fait, l'outil Trello n'était pas adapté. L'outil Trello sera adapté dans 1 ou 2 ans quand on aura effectivement bien planifié un certain nombre de choses, développé notre société. Mais sur un aspect fonctionnel en start-up, on n'a pas arrivé du tout à utiliser Trello. C'était trop d'informations qui étaient finalement mises partout, qui n'étaient pas suivies. Et pourtant, c'est un super outil. Hein, je le dis bien, c'est un super outil. Mais il n'était pas adapté à notre équipe et à notre démarrage de start-up. Après, c'est ce que je disais, un outil, ça doit vraiment vous servir. Donc, à partir du moment où ça nous demande plus de temps que ça vous rapporte, je pense que il n'y a pas vraiment d'intérêt, c'est un équilibre à trouver. Et après, je vois aussi que souvent, on veut utiliser des outils, alors que peut-être des fois en mode un petit peu plus. C'est pas forcément nécessaire des fois de mettre en place des process complexes, alors que ça marche bien un petit peu en mode normal, quoi. Voilà, tout à fait. Et donc, on est revenu à quelque chose de plus simple, c'est-à-dire que là où aujourd'hui, tu mets en avant qu'il faut essayer de synchroniser au maximum les différents outils, nous, on est parti à l'inverse aujourd'hui, c'est-à-dire on est parti sur Teams, Microsoft Teams, pour tout ce qui est agenda, réunion, parce que finalement, ça nous apporte beaucoup d'avantages d'utiliser Teams. Alors, effectivement, c'est coûteux, hein, c'est très coûteux, Teams, si on veut l'optimiser. Mais voilà, c'est super fonctionnel. Tu travailles des tableaux, tu peux être 4 à chacun dans son bureau à travailler le même tableau. Tu vois qui travaille sur le tableau à quel endroit. Tu peux faire tes réunions, tu peux inviter les réunions des personnes qui ne sont pas dans ta société. Tu peux donner accès à certains dossiers ou autres. Donc, nous, on met en avant Teams et le seul désavantage de Teams aujourd'hui qu'on n'a pas qu'on n'a pas encore mis en avant, mais on va y arriver parce qu'il y a tellement d'outils avec Microsoft, c'est le côté agenda. Aujourd'hui, chaque direction de notre société utilise son propre agenda Project Libre. Oui. C'est-à-dire qu'il gère son agenda R&D, il gère son agenda commercial et ainsi de suite. D'accord. Mais on a préféré… C'est un écosystème à part entière, en fait. C'est l'écosystème Microsoft, donc il y a déjà tout dedans. Donc, il n'y a même pas besoin de connecter. Le truc de connecter, en fait, c'est aussi au départ, pour moi, c'était aussi le choix des outils. C'est que je suis partie au départ comme j'avais créé mon entreprise et voilà, je n'avais pas envie d'investir. J'avais pas envie d'investir dans les outils. J'ai choisi des outils gratuits et après réfléchir comment les connecter entre eux. Après, les solutions tout en un, enfin, comme Teams, où du coup, je disais, c'est pas uniquement une solution d'entreprise, c'est un écosystème. C'est vrai que c'est hyper pratique, quoi. C'est vrai que les tarifs sont peut-être plus élevés que de devoir choisir des outils gratuits et les connecter entre eux. Mais voilà, c'est déjà tout prêt, quoi. Enfin, c'est un super outil, mais il est très coûteux. Mais encore une fois, on est arrivé à ça après avoir fait
On a passé en fait plus de 6 mois à tester différents outils. On a testé Slack, Slack. On a testé Slack, pardon. On a testé, on en a testé 4 outils, je crois, en total. Et sur conseil de différentes personnes. Et finalement, on a trouvé l'optimum. Mais voilà, c'était financièrement, c'est vraiment coûteux. C'est 360 €, je crois. C'est pas anodin, quoi. Ouais, merci pour ce feedback, c'est intéressant. Ouais. Dans ce que j'entends, effectivement, l'idée étant lors de la mise en place de ces outils, de bien associer ces équipes, parce qu'effectivement, si les gens n'ont pas un guide de bonne conduite, entre guillemets, sur l'ensemble de ces outils, ça peut vite devenir compliqué, en fait. Trello est un super outil quand on le maîtrise et surtout quand l'équipe ou les personnes que vous voulez mettre en interaction sur Trello comprennent le fonctionnement. Oui. Et nous, on s'est vraiment bloqué là-dessus, c'est-à-dire que en fait, il y avait beaucoup d'informations qui étaient échangées et finalement, les équipes disaient mais on fait quoi là? On marque quoi? Ça sert à quoi? On veut bien marquer des trucs, mais personne n'interagit. Et donc, voilà, on a… Ouais. Ouais, c'est sûr. Nous, là, j'ai le cas sur un exemple sur un client chez qui on a essayé de mettre en place des outils justement pour la gestion de ses propres projets. On en a testé pas mal, puis on est finalement parti sur Trello. Mais en fait, on l'a testé sur un tout petit groupe, sur une petite équipe réduite, en fait. Au début, sur le service, on va dire, secrétariat, pour avoir leur feedback. Et du coup, on a retiré plein de trucs qui étaient justement pas utiles, quoi. Parce qu'on peut vite en faire beaucoup trop. Et ensuite, une fois qu'on a le feedback du premier service, on l'a déployé sur les autres, mais en passant par de la formation, parce que c'est tellement simple, Trello, qu'on dit, il n'y a pas besoin de formation, oui, on dépose les cartes. Non, c'est ultra complexe. Et faut aussi c'est aussi tout ce qui est l'accompagnement du changement. C'est-à-dire qu'on change d'outil, c'est pas anodin dans une équipe, quoi. Ça perturbe. Et il faut que ça soit accepté. Et si l'équipe est réticente, peut-être qu'il y a des bonnes raisons, peut-être que c'est parce que c'est pas adapté. Donc c'est intéressant d'avoir le feedback de l'équipe et tester et dire non, finalement on voulait faire ça, mais cet outil-là, il nous fait perdre plus de temps qu'autre chose, quoi. Et là, ça vaut le coup de revenir en arrière parce qu'on ne part pas avec un outil qui ne nous correspond pas toute sa vie, quoi. C'est comme un mariage, quoi. Non, mais mon outil, on peut revenir en arrière. Mais voilà, c'est important de choisir un outil qui nous facilite la vie et qui permette de gagner du temps en entreprise. C'est le but de l'outil. J'ai essayé, moi, en entreprise, en étant anciennement salarié, des outils qui faisaient perdre en productivité. C'est un comble, en fait, de se dire qu'on va avoir un outil qui, finalement, va nous faire perdre 1 à 2 heures par jour. C'est l'inverse de l'effet recherché. Bon, en attendant, merci beaucoup Magali pour ton intervention qui, je l'espère, aura été bien utile à chacun d'entre vous. Merci beaucoup François-Éric de ton témoignage. C'est toujours très intéressant les retours d'expérience à la Technopole, on aime ça. En termes de programme, demain, demain il n'y aura pas de webinaire. On fait une petite pause pour reprendre dès mardi. Donc, vous pouvez aller sur notre page La Rochelle Technopole de Livestorm. Damien a mis le lien dans le chat pour aller voir le programme qu'on vous a concocté pour la semaine prochaine, où là, il y aura des webinaires du mardi au vendredi et où on retrouvera d'ailleurs Magali pour la création d'un profil LinkedIn attractif. Donc, les inscriptions sont d'ores et déjà ouvertes. Merci encore à tous et merci Magali et à très très vite à tout le monde. Merci à tous, merci Isabelle, merci Gilles, merci à Technopole, merci aux participants.